Ce soir, à l'émission, le Cégep de Saint-Jérôme fait sa marque dans le domaine de la recherche. Dans les niveaux de maturité de la recherche, on est plus vers la fin du continuum, on est plus près de la commercialisation. On en profite d'ailleurs pour vous présenter la première cohorte du parcours recherche. C'est un parcours parascolaire qui est inclusif. En entrevue, je reçois Jean-François Lefort à propos de l'ouverture d'un lieu de retour Consigne Action Plus à Saint-Jérôme. On transforme le réseau de reprise ou le système de consigne à travers la province. Je m'entretiens également avec Julie Gravel qui nous parle de la charge mentale chez les personnes proches aidantes. On expose l'invisibilité des personnes proches aidantes. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle du club de natation Neptune et de sa fondatrice, Sylvie Fréchette. C'est une ambiance qui est extrêmement amicale, chaleureuse, familiale. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 4 février 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins avec vous pour la prochaine demi-heure. Chaque année, la firme Research InfoSource publie son palmarès des institutions canadiennes les plus actives en recherche. Sachez que le Cégep Saint-Jérôme s'est taillé une place au 14e rang des établissements collégiaux en recherche au pays, un bond de 23 rangs depuis le dernier classement. Voilà qui place l'institution jéromienne en 4e position des collèges québécois, derrière le Cégep de Trois-Rivières qui est le mieux classé au pays, le Cégep de Lapocatière et celui de Thetford. Alors, qu'est-ce qui explique ce bond dans le classement? Le palmarès est monté selon le volume d'activité de recherche qui se déroule dans les institutions, donc selon les revenus de l'établissement qui viennent majoritairement des subventions et des fonds qui proviennent des partenaires. Pour ce qui est du Cégep de Saint-Jérôme, l'année 2023-2024, utilisée comme année de référence pour le palmarès Research InfoSource, a été une année très fructueuse pour les subventions de recherche reçues par le biais du Centre de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Ça représente plus de 7 375 000 $, une augmentation de 120 % avec l'année précédente. Il faut savoir que le Cégep a 2 centres collégiaux de transfert de technologie, soit l'Institut du véhicule innovant et le Centre de développement des composites du Québec. C'est là que la recherche appliquée prend forme et se rapproche du stade de commercialisation. Il y a aussi un service de recherche qui existe au sein du Cégep de Saint-Jérôme où les enseignants peuvent participer à des activités de recherche. Ça représente en tout 61 personnes chercheuses au Cégep et dans ces 2 CCTT affiliés. On parle souvent de la recherche académique au niveau universitaire, moins au niveau collégial, mais sachez que c'est quand même très courant. On compte 59 CCTT à la grandeur du Québec et Jannick Lauzon est directrice générale du Centre de développement des composites du Québec. Elle nous explique la différence entre la recherche universitaire et collégiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la recherche appliquée qui se fait. Fait que dans les niveaux de maturité de la recherche, on est plus vers la fin du continuum, on est plus près de la commercialisation parce qu'on est en train de développer la recherche, le prototypage, l'implantation dans l'usine jusqu'à la commercialisation, alors que la recherche universitaire est plus dans les plus bas niveaux de maturité où est-ce qu'on développe la technologie, de la propriété intellectuelle. Avec ces nouvelles subventions, l'IVI et le Centre de développement des composites ont pu travailler ensemble sur un projet de boîtier en matériaux composites pour les batteries de véhicules autonomes. C'était une collaboration rare et bienvenue pour les 2 centres. Un deuxième volet a aussi permis au Centre des composites d'élargir son réseau hors Québec en s'alliant avec des centres de recherche de l'Ontario et de découvrir de nouveaux partenaires de l'industrie. Madame Lauzon indique que ces nouveaux projets sont porteurs pour l'avenir de la recherche pour son établissement. C'est très motivant. Ça motive les troupes aussi. On a travaillé avec des entreprises qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées s'il n'y avait pas eu ces collaborations-là. Au CDCQ, par exemple, le nombre d'entreprises avec lesquelles on faisait affaire dans une année, c'était peut-être autour de 85-90. On est monté à 115 cette année-là parce qu'on est allé découvrir d'autres entreprises. Puis c'est d'autres entreprises qui nous ont découvert également. En recherche, il faut qu'il y ait des atomes crochus entre les chercheurs et les partenaires industriels. Fait que cette relation-là perdure dans le temps par la suite. Ces nouveaux fonds ont aussi permis la mise en place d'un nouveau parcours recherche pour les étudiants du Cégep de Saint-Jérôme. On s'en reparle plus tard à l'émission.
Paliavi annonce le retour de Mysterium, une soirée présentée par Desjardins au profit de l'organisme qui aura lieu le jeudi 26 mars. Cet événement se veut une occasion de passer en revue l'histoire de Paliavi, dont la naissance des services d'accompagnement en 1983, l'ouverture de la Maison des soins palliatifs en 2006 et l'évolution des services de soutien aux personnes vivantes avec un cancer, une maladie incurable ou un deuil. La soirée présentera aussi les projets à venir, dont le centre de jour spécialisé en soins palliatifs des Laurentides. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et Skidoo invite la population à la fête de la neige qui se tiendra le 7 février prochain chez Contant à Mirabel. L'endroit, situé à proximité des sentiers de motoneige, permettra d'accueillir les motoneigistes directement sur place. L'événement vise à célébrer la saison hivernale et à mettre en valeur la motoneige, un moteur économique pour la région des Laurentides, tant sur le plan touristique que communautaire. L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau lieu de retour Consigne-Action Plus, un deuxième du genre à Saint-Jérôme. Pour en parler, je reçois Jean-François Lefort, vice-président stratégie de l'association. Monsieur Lefort, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans le plan de modernisation et d'élargissement du système de consigne au Québec, dont vous avez la charge. Petite mise en contexte d'abord, quelles sont les grandes lignes de ce plan? Les grandes lignes du plan de modernisation de consigne lancé par le gouvernement il y a quelques années consistent d'élargir la consigne, donc d'introduire des nouveaux contenants qui étaient pas consignés auparavant, et Consigne-Action qui est un OBNL qui est le gestionnaire du système en partenariat avec les détaillants qui ont une obligation de reprendre. On transforme le réseau de reprise ou du système de consigne à travers la province. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des sites Consigne-Action, Consigne-Action Plus, des zones Consigne-Action qui sont opérées par les détaillants pour faciliter, rendre plus simple, plus efficace le retour des contenants pour les citoyens. Pourquoi le volume? Parce que on passe de 2,5 milliards de contenants sous consigne sur une base annuelle à bientôt 5 milliards à partir de 2027, l'année prochaine. Oui, c'est énorme. Ce qui vient d'ouvrir au 2037 du boulevard Curé-Labelle, c'est ce qu'on appelle, à Saint-Jérôme, c'est ce qu'on appelle un Consigne-Action Plus, qui vient s'ajouter donc à des centaines de lieux qui sont simplement appelés Consigne-Action. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus, celui-là? Le Consigne-Action Plus offre le retour en vrac. Donc, c'est le service qui, en fait, le plus signifie le retour en vrac et ça permet de retourner des contenants. Donc, je peux arriver avec mon sac ou mon bac de contenants tout mélangé et je le garde dans la machine et la machine fait le décompte de 200-250 contenants à la minute. Je peux être remboursé en comptant sur place ou avec l'application mobile. Donc, c'est vraiment une expérience hors pair. C'est vraiment bien reçu par les citoyens. On a des gens qui font des kilomètres puis des kilomètres pour venir voir c'est quoi cette nouvelle technologie. Ça fait de notre système le système le plus avancé au monde et c'est pour ça qu'on fait dans un Consigne-Action Plus environ entre 25 et 30 millions de contenants par année, un Consigne-Action entre 7 et 10 millions par année et un détaillant dans l'ancien système faisait entre 1,5 et 2 millions et à ce volume-là surchauffé. Donc, on est vraiment ailleurs en termes de volume et de capacité de service aux citoyens. Et il y en a combien des lieux de retour Consigne-Action ou Consigne-Action Plus au Québec actuellement? Le premier lieu de retour ouvert en avril 2024 et aujourd'hui, on est à 128 lieux de retour modernisés Consigne-Action, Consigne-Action Plus. Si on inclut les modernisations chez les détaillants, on est à plus de 245 lieux de retour modernisés depuis le tout premier en avril 2024. Donc, ça va extrêmement rapidement, puis on est très fiers du déploiement. Votre association, M. Lefort, regroupe des producteurs engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage, la valorisation. Ils adhèrent tous au principe de responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, c'est le gouvernement, avec le règlement, a transféré la responsabilité aux producteurs. Donc, c'est les producteurs qui doivent se préoccuper de la matière qu'ils mettent en marché à travers le cycle de vie du produit. Donc, dans le cas des contenants de boissons, c'est de s'assurer que après la vente, on récupère ces contenants-là. On a des cibles à atteindre et c'est en partie pourquoi la transformation a lieu justement qu'on vit présentement. En parcourant votre site web, on apprend que 100%
des contenants consignés qu'on rapporte chez vous sont recyclés. Ça répond à bien des interrogations de bien des gens. Le grand objectif, c'est que d'ici 2032, on atteigne au Québec un taux de récupération de 90%. Jusqu'à quel point c'est ambitieux et est-ce qu'on va y arriver? C'est extrêmement ambitieux, mais avec les solutions déployées, donc les consignes actions plus, on arrive à rendre un service avec l'application mobile, d'ailleurs aussi, qui permet d'utiliser le retour express. Donc, le retour de mes contenants peut se faire en moins de 60 secondes. J'arrive sur place, j'imprime le collant, je le colle sur mon sac et je m'en vais. Consigne action fait le décompte et le remboursement. Donc, c'est pour ça que on doit positionner les consignes actions plus dans les pôles commerciaux. C'est pourquoi le travail qu'on fait avec les municipalités pour nous octroyer les clauses d'usage nécessaires, parce que un lieu de retour avant, c'était dans le lobby d'une épicerie. Ouais. Ce n'était pas l'usage ou l'activité principale d'une entreprise. Et avec tous les grilles d'urbanisme à travers la province, c'est très rare qu'on arrive avec un usage lieu de retour avant même d'avoir débuté les démarches avec les municipalités. Donc, on vise des pôles commerciaux pour être sur le parcours de magasinage habituel des citoyens. Et c'est pour justement faciliter le retour, mais 90% extrêmement ambitieux, mais on est confiant qu'on va y arriver. Mais écoutez, en terminant, moi j'invite les gens à visiter votre site web, à regarder comment vous fonctionnez, à quel point votre système semble simple, en tout cas, et très efficace. Jean-François Lefort, vice-président en stratégie de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Place aux jeunes en région tient actuellement sa 15e édition de la Semaine des régions, présentée par Desjardins. Cette semaine a pour but de mettre de l'avant les régions du Québec et les perspectives de carrière et de vie qu'on y retrouve pour les jeunes de 18 à 35 ans. Cette année, l'événement mise sur la rencontre entre les régions. Durant cette semaine thématique, une centaine d'agentes et d'agents Place aux jeunes des 4 coins du Québec se mobilisent pour valoriser un territoire, en plus des nombreux événements tenus dans les grands centres urbains et de la mise en ligne d'articles et de vidéos. Alors que le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe se déploie sur 2 mois cette année, le coup d'envoi est officiellement lancé pour l'équipe de février. Lors du Super Bowl, l'ambassadeur Meeker Guerrier propose d'opter pour le Sober Bowl, un clin d'œil sans alcool à cet événement d'envergure. Tous les profits générés par la boîte défi, qui propose 14 produits québécois sans alcool, ainsi que les dons, sont entièrement remis à la Maison Jean Lapointe, qui œuvre depuis plus de 40 ans en prévention, sensibilisation et traitement des dépendances à travers le Québec. Transmettre l'amour et la passion de la natation, c'est le mandat que se donne le club de natation Neptune à Saint-Jérôme, fondé et dirigé par Sylvie Fréchette, ce dont nous parle Maude Pilon-Bernier dans le reportage qui suit. Sylvie, tu as fondé le club Neptune. J'aimerais que tu me parles de ton club plus précisément. Les services offerts, peut-être le nombre d'athlètes ici à l'intérieur, l'ambiance derrière le club, un petit peu de tout. Moi, je commence par l'ambiance, parce que je pense qu'on est fin. En fait, je te dirais que c'est une ambiance qui est extrêmement amicale, chaleureuse, familiale. On reçoit les enfants, on reçoit les parents, on partage notre passion, on partage nos connaissances. Je te dirais que dans les dernières années, on est à peu près une quarantaine dans le club, ce qui n'est pas beaucoup. On a déjà été quasiment 120. La COVID nous a fait très mal, mais on se rebâtit tranquillement pas vite. Alors, les services qu'on offre, on part autour de 4-5 ans, les enfants. J'ai pas d'âge fixe, sincèrement. Ça dépend de la maturité de l'enfant. Il faut qu'elle soit capable de dire bye-bye à papa, maman pendant 1h30, puis de pas trop grelotter, puis d'être capable de suivre des consignes, parce que c'est quand même de la sécurité. Fait que l'âge m'importe peu. Ils peuvent nager avec une nouille, mais pas avec un ballon. Moi, j'aime pas les ballons, parce qu'avec une nouille, on apprend mieux à être à l'horizontale. C'est personnel dans le développement, mais par la suite, on a le niveau régional, on a le niveau provincial, on a tout le volet sport-études. Alors, en collaboration avec la Polyvalente de Saint-Jérôme, les athlètes s'entraînent tous les matins et le soir, c'est tout le niveau provincial qui s'entraîne. Donc, on les part à 8-10 ans, le U12, après ça, jeunesse 13-15, on a des juniors et nos maîtres. Alors, on couvre vraiment tout le spectre des niveaux de compétition. Et c'est quoi justement ce qu'on appelle les maîtres?
En fait, les maîtres, pour nous, c'est tous les athlètes qui ont plus de 18 ans qui veulent faire de la compétition. Il y a des catégories d'âge, donc je me souviens pas si c'est 18 ans ou 20 ans pour la première catégorie, mais c'est genre de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans, comme ça, puis ça sera à 80 ans et plus, là. OK. Aussi, ce qu'ils ont fait dernièrement Natation Artistique Québec, il faut le souligner, la natation artistique est maintenant un sport qui est mix. Alors, les jeunes hommes sont la bienvenue pour faire des solos, pour faire des duos mix. Ils peuvent même faire partie d'une équipe. Et on a même une catégorie open maintenant. Donc, pour les gens qui ne s'identifient ni en homme ni en femme, donc il n'y a aucun jugement, ils s'inscrivent dans la catégorie open et viennent nager avec nous. Alors, je pense qu'on est un sport qui est très avant-gardiste. On a une fédération québécoise qui est très à l'écoute de sa communauté, qui veut se démarquer et qui veut s'assurer que qui que tu sois, que tu te sentes la bienvenue. Puis si je peux même ajouter, il y a même maintenant tout un circuit de compétition pour les enfants ou les adultes qui ont des limitations physiques ou même au niveau de l'apprentissage cérébral. Donc, il y a des catégories qui ont lieu avec des médailles. Il y a tout un circuit de compétition. Donc, ça se peut pas, quelqu'un qui dit « j'ai pas trouvé » la place en natation artistique, tout le monde peut vraiment en faire. Tu as plusieurs événements à travers Neptune qui s'en viennent. Est-ce qu'il y en a certains que tu voudrais nous parler, là, qui... Bien, en fait, je te dirais, l'événement pour nous de l'année, c'est le spectacle de fin d'année. Parce que tous les niveaux, toutes les catégories, on démontre tous les apprentissages qui ont été faits durant la saison. Alors ça, c'est toujours un beau moment. Puis très souvent, les enfants qui s'entraînent le soir, ils voient pas les grandes du matin. Fait que quand on fait le spectacle, là, ils sont assis. Puis moi, au spectacle, tous les enfants sont assis tout le long de la piscine. Fait que j'ai 200 sauveteurs, on s'entend. Puis, ben, ils apprennent à se tenir droite parce qu'il y a quand même de la discipline et de la rigueur. Donc, elles sont assises droites puis elles regardent les autres athlètes. Je te dirais que le championnat québécois, autant chez les jeunesses et les juniors que chez les 12 ans et moins, c'est un moment qui va être très, très, très important pour nous. Et les résultats de quelques autres sélections et les championnats québécois bien, vont nous permettre de pouvoir participer à faire les équipes Québec cet été. Fait que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des athlètes qui ont fait équipe Québec. On en a eu quelques-unes qui ont participé aux Jeux du Québec. Fait que je te dirais, la fin de saison vers le mois de mai avec le spectacle de fin d'année et tout, c'est toujours un moment, c'est comme un crescendo là, dans notre fin de saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Plus d'heures de piscine, plus de piscine. Mais dans le contrôlable, dans ce qu'on peut contrôler, je dirais d'avoir encore plus d'enfants qui viennent essayer, plus de parents qui viennent essayer, d'avoir des garçons qui viennent essayer avec nous, des enfants avec des limitations qui viennent essayer avec nous. Moi, j'aime ouvrir ma porte, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime explorer ce qui n'a pas encore été touché. Alors, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous dire, de remplir notre piscine. On te le souhaite, Sylvie. Encore merci. Bonne chance, bon succès. En fait, t'as pas besoin de chance, bon succès. Merci. C'est toujours un plaisir de tourner avec Sylvie Fréchette. On souhaite un bon succès au club Neptune Natation. À la prochaine. La Corporation de développement communautaire de Mirabel vient de publier le 11e et avant-dernier volet de la bande dessinée documentaire Vivre Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire, œuvre de l'artiste Juliane C.L. On y aborde le sujet de la charge mentale chez les personnes proches aidantes. J'en discute avec Julie Gravel, directrice générale de l'organisme L'Entraidant. Madame Gravel, bonsoir. Bonsoir, Claude. Alors, la charge mentale, ouais. Bon, plus il en est question, plus on commence à comprendre à quel point c'est un phénomène qui est silencieux, ouais. Invisible. Vous en ajoutez une couche dans cette BD-là dans laquelle vous apparaissez en suggérant que les proches aidants sont probablement les plus grands oubliés du système. Est-ce que je traduis bien vos propos? Vous résumez extrêmement bien les propos. En fait, je parle beaucoup dans cette BD-là, on expose l'invisibilité des personnes proches aidantes et entre autres de leur charge mentale. Oui. Ces personnes-là, oui. Donc, sont celles qui s'occupent d'un proche malade ou en perte d'autonomie, en s'assurant que ses besoins quotidiens soient comblés. Alors, faites-nous comprendre l'ampleur de la charge et de la place que ça prend, ça, dans une journée. Bien sûr. On peut vraiment dire que la charge mentale des personnes proches aidantes, c'est d'abord se lever le matin et axer l'ensemble de notre journée sur les besoins d'une autre personne que soi, tout en conjuguant nos autres rôles sociaux. Donc, travailleuse, conjointe, mère de famille. Donc, je dois additionner
mon rôle de proche aidant à l'ensemble de cette charge mentale-là qui existe toujours. Et le soir, je me couche en me demandant si j'ai oublié quelque chose. Donc, on a vraiment c'est très difficile de pouvoir saisir ce que c'est la charge mentale parce qu'on le vit à l'intérieur sans l'exposer toujours à l'employeur, à nos proches, à notre réseau social. Donc, il y a beaucoup d'invisibilité de l'ensemble de cette charge mentale-là que vivent les personnes proches aidantes. On parle à peu près de 25% de la population des Laurentides ou du Québec. Donc, c'est 170 000 personnes qui vivent ça ici dans les Laurentides. Donc, la personne aidée devient le centre de l'univers pour le proche aidant, qui bien souvent, puis ça vous en avez glissé un mot, travaille aussi à temps plein. C'est un truc qu'on néglige souvent de mentionner. Alors, quelles sont les répercussions observées sur la santé mentale de cette personne-là, mais aussi sur le bien-être général? Bien sûr. En fait, quand on parle de santé mentale, on va parler beaucoup d'épuisement, donc d'épuisement accéléré aussi. On devrait conjuguer l'ensemble de nos responsabilités avec beaucoup plus de souplesse. C'est difficile si on est une personne proche aidante parce que je dois m'ajuster en continu à de l'inconnu. Donc, je dois tolérer beaucoup d'ambiguïté, ce qui fait aussi que je développe des comportements de résistance. Je peux développer aussi des comportements d'hypervigilance où je deviens extrêmement stressée par l'ensemble des situations. Je dois composer aussi avec beaucoup d'adaptation, de souplesse d'adaptation, ce qui demande une énergie mentale incroyable. Tout ce qu'il y a d'anxiété, de défis à négocier avec le réseau de la santé, négocier avec l'employeur. On parle quand même de plus de 40% des personnes proches aidantes au Québec qui sont encore sur le marché du travail. Donc, en termes de santé mentale, il y a des risques associés à la proche aidance qui sont vraiment notables et bien présents dans le quotidien. Il y a une image très forte d'ailleurs dans cette BD-là où on voit la personne aidante qui est enchaînée à la personne aidée. Ça parle fort, mais est-ce que ça parle juste? Ça parle plus que juste. Ouais. En fait, quand on vous parle d'invisibilité, c'est que la chaîne qu'on voit dans la bande dessinée, elle est souvent invisible, en fait. Ouais. Mais mon esprit est occupé à penser aux besoins de l'autre et j'ai de moins en moins de temps pour sécuriser mes propres besoins comme personne. Vous souhaitez que la proche aidance devienne une responsabilité collective. Oui. J'en arrive à cette annonce de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, la semaine dernière, qui, en dévoilant la politique nationale de soutien à domicile du gouvernement du Québec, a révélé qu'elle contenait une mesure qu'on appelle l'allocation d'autonomie à domicile. Il y en a qui ont applaudi cette annonce-là, d'autres qui ont émis des réserves. C'est votre cas. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Bien sûr, on peut pas passer à côté de la politique Mieux chez soi, la nouvelle politique de soutien à domicile. En fait, on salue que le soutien à domicile soit une priorité pour le gouvernement du Québec. On peut se réjouir de ça. Là où on a émis une certaine réserve, c'est par rapport à l'allocation d'autonomie à domicile, qui est une nouvelle appellation, ce qu'on appelait le chèque emploi-service, qui nous permet d'assurer des soins à la personne qu'on aide. Donc, avec l'allocation d'autonomie à domicile, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait rémunération des personnes proches aidantes. Souvent, les médias ont titré comme ça. Ouais. Et c'est là où on a une réserve, dans la mesure où il n'y a pas question ici de rémunération des personnes proches aidantes. On parle d'une prestation financière compensatoire pour une prestation de soins et de services. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. En 3 mots, parce qu'on arrive à la fin de l'entrevue, qu'il s'agisse d'une compensation financière ou d'une rémunération, est-ce que l'argent seul peut tout régler? Assurément pas. Voilà. À partir du moment où on pourra arrêter d'invisibiliser la proche aidance, que les employeurs, que le réseau de la santé, que le réseau d'éducation pourra favoriser que ça devienne une responsabilité collective de prendre soin des personnes les plus vulnérables ou vieillissantes de notre société, là, on aura fait un grand pas à l'avant. Merci, Julie Gravel. Plaisir, Claude.
La recherche a le vent dans les voiles au Cégep de Saint-Jérôme. On en parlait d'ailleurs plus tôt à l'émission. On va vous parler maintenant du parcours recherche qui existe dans d'autres cégeps, mais qui est tout nouveau dans les Basses-Laurentides. Il y a une première cohorte d'une trentaine d'étudiants qui y participent cette année. C'est une façon d'allier concrètement la recherche à leur parcours académique dès le niveau collégial. Une équipe de TVBL s'est rendue sur place pour découvrir ça. Le parcours recherche, en fait, c'est un parcours parascolaire qui est inclusif, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'ensemble des personnes étudiantes, peu importe leur programme d'études. Ça vient en 2 parties. La première partie, pour un total d'environ 60 heures, qui mène à une mention au bulletin. On va leur offrir des activités d'initiation à la recherche scientifique. Donc, des ateliers sur la méthodologie, sur la recherche documentaire, comment bien citer nos sources, comme l'équité, la diversité, l'inclusion, l'éthique de la recherche avec les êtres humains. On va leur faire aussi des activités concrètes de l'analyse de données, donc pour qu'ils puissent avoir vraiment un portrait global des activités de recherche. Par la suite, les personnes étudiantes qui le désirent vont pouvoir poursuivre avec la deuxième partie, c'est-à-dire un stage dans une équipe de recherche, donc vraiment joindre une personne chercheuse, que ce soit dans un de nos centres de recherche, donc on a 2 centres de recherche appliquée, le Centre de développement des composites du Québec et l'Institut du véhicule innovant, mais aussi dans une université avec une personne chercheuse dans son projet. Donc, les personnes étudiantes vont mettre en œuvre toutes les compétences qu'elles ont développées dans le cadre de la première partie du parcours recherche dans leur contribution là, à l'équipe de recherche. Ce que je trouve fun avec le projet recherche, justement, c'est que on rencontre beaucoup de spécialistes dans différents domaines. Puis oui, ils nous parlent de leur méthodologie pour arriver à leur recherche, en fait, puis sur leur étude qu'ils font. Mais ils nous parlent aussi de leur métier, puis des étapes qu'ils font, mettons, dans leur journée, avec qui ils travaillent, sur quoi aussi en général. Fait que ça nous permet de nous aiguiller aussi un petit peu sur plusieurs domaines. Ils sont allés voir les gens qui travaillent plus dans le domaine de la mécanique, de la construction, ils font quoi après ça, plus médical, qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine-là aussi. Avec toutes les conférences qu'on a pu expériencer dans le cadre du programme, j'ai rencontré une chercheuse à McGill, puis j'ai demandé de faire un stage. Fait que là, cet été, je m'en vais en microbiologie faire un stage à cette université-là. Fait que ça, c'est super le fun. Puis c'est grâce à ce programme-là que j'ai eu comme toutes ces opportunités-là. Puis on est vraiment bien encadrés. Puis on a une belle équipe qui nous aide là-dessus. Pour les personnes étudiantes, l'avantage, c'est d'acquérir d'autres compétences comme la communication scientifique, de travailler vraiment une revue de littérature, ce genre de choses, donc qui va venir enrichir leur propre cursus collégial. Au collégial, on fait partie de l'enseignement supérieur, notamment parce qu'on fait de la recherche. Donc là, c'était le petit pas de plus d'aller vraiment inclure la communauté étudiante aussi à travers le développement de ces projets de recherche. On faisait des tests, on essayait d'identifier qu'est-ce qu'il y avait dans une huile précise d'un résidu d'une réaction chimique pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose avec cette substance-là qui restait. Alors, on a fait d'abord une première partie de test, puis la partie qu'on avait cet après-midi, c'était plus de l'analyse de tests. C'est pour cela qu'on travaillait à faire des beaux graphiques pour essayer que ça soit plus visible, pour essayer de vulgariser ça. Oui, il y a des gens en sciences nat qui ont déjà fait Excel comme dans certains cours, mais il y en a aussi qui sont comme en sciences humaines ou en or qui n'ont pas vraiment fait ça. Fait que ça amène aussi des petits défis, ça nous prépare pour certains cours, mais c'est ça, fait que c'est de l'analyse aussi de matériaux qu'on connaît pas du tout. Fait que c'est vraiment une bonne immersion dans des choses qui est nouvelle en fait. On a un campus à Mont-Tremblant et à Mont-Laurier, donc l'année prochaine, on vise déjà à étendre le parcours recherche là à nos 2 campus. C'est une première année, mais on est vraiment extrêmement heureux de voir les personnes étudiantes là finalement concrètement impliquées, de voir le plaisir qu'elles ont. Je pense qu'on contribue vraiment là à leur expérience au Cégep de Saint-Jérôme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.